Parmi les pierrailles et les broussailles, au flanc de la petite montagne calcaire, lézards et serpents jouissent de la chaleur solaire, les insectes crissent et bourdonnent. Un grand rapace glisse dans le ciel et s'arrête, comme suspendu dans la brise par ses larges ailes frémissantes. Contre l'azur, il brille d'une blancheur éclatante. Longuement, allongeant le cou vers ce terrain qu'il explore, il se maintient sur place, tantôt s'écarte, tantôt s'abaisse par échelons, et repliant davantage les ailes, tombe obliquement, toute serre dehors pour disparaître dans les buissons. Un peu plus tard, Jean Leblanc surgit en planant, côtoie le versant et s'éloigne. Paul Géroudet. Bonjour Mathieu, j'habite dans le 04, au bord de la Durance. Le printemps et l'été, je vois le circaète Jean Leblanc, mais l'hiver, je ne le vois plus. Pourquoi? Alors Loris, ça, c'est un serpent. Si. Et ça, c'est un circaète. Bon, ça, c'est un circaète. Le circaète mange quasiment que des serpents. Donc l'hiver venu, plus de serpents, plus rien à manger. Parce que l'hiver, il fait trop froid. Le circaète est donc obligé de partir. Et il va partir migrer jusqu'en Afrique, traverser le désert du Sahara. Donc tous les circaètes de toute l'Europe, puisqu'il n'y a plus rien à manger, vont tous quitter l'endroit où ils se sont reproduits pour aller en Afrique. On parle de migrateurs stricts. Alors Zoé, 13 ans. Pourquoi on me dit que les rouges-gorges sont solitaires et migrent alors que je les vois ensemble et même en hiver? Tu vois Zoé, sur cette carte, partout où il y a de la couleur, il y a du rouge-gorge. Là où c'est vert, c'est l'endroit où le rouge-gorge va être présent toute l'année. Donc chez toi à Bègle, en effet, le rouge-gorge, tu peux le voir toute l'année, même en hiver. Mais regarde tout en haut là où c'est rouge, c'est l'endroit où le rouge-gorge n'est présent qu'en été pour se reproduire. Tout simplement parce que dans le nord de l'Europe, il fait beaucoup trop froid pour rester l'hiver. Donc les rouges-gorges qui nichent dans tous ces endroits trop froids l'hiver vont devoir partir vers le sud pour passer l'hiver, arriver par chez nous. Et puis chez nous, comme il y a déjà des rouges-gorges, ceux qui sont sédentaires, ils vont devoir continuer leur route et aller un petit peu plus au sud. Et on voit qu'ils vont même jusque dans le nord de l'Afrique. Là où c'est bleu, c'est là où ils vont être présents uniquement en hiver. Donc on peut dire que le rouge-gorge est une espèce migratrice, mais que tous les rouges-gorges ne sont pas migrateurs. On parle d'un migrateur partiel. Alors le rouge-gorge, il défend beaucoup son territoire, c'est assez connu, il déteste qu'un autre rouge-gorge soit présent au même endroit, mais les territoires sont assez petits, malgré tout c'est un petit oiseau. Donc si tu as ton rouge-gorge dans ton jardin, tu peux très bien avoir un autre rouge-gorge dans le jardin du voisin, ça ne va pas trop l'embêter si chacun est sur son territoire. Et puis au printemps notamment et à l'été, au moment de la reproduction, il faut bien que les rouges-gorges mâles et les rouges-gorges femelles se rencontrent pour pouvoir se reproduire. Et donc à ce moment-là, évidemment, ils ne seront pas solitaires. Bonjour Mathieu, on voulait savoir pourquoi les oiseaux ont tous un chant différent. À bientôt. Il est vrai que c'est le sœur insigné celui-ci. Donc en fait, là on entend le rouge que noir. Donc le pinson. Alors les oiseaux ont des chants qui sont très différents, parfois pas si différents que ça, sinon ce serait trop simple. Alors la question à se poser d'abord, c'est pourquoi les oiseaux chantent? Eh bien principalement pour attirer une femelle, ce sont les mâles qui vont chanter, c'est l'excès de testostérone. Ça va leur permettre de marquer leur territoire, de le signaler aux autres mâles, et puis d'attirer les femelles pour leur dire ici il y a un territoire qui est sympa, on trouve à manger, on trouve de quoi nicher, on trouve de quoi se cacher. Pour que les femelles elles soient séduites par les différents mâles, pour qu'elles soient attirées par les territoires qu'ils défendent, eh bien il va falloir qu'elles soient sensibles aux chants que ces mâles produisent. Alors au petit matin du printemps, quand on a énormément d'oiseaux qui sont en train de chanter, eh bien il faut que chacun puisse s'identifier et une femelle de pinson sera sensible au chant du mâle du pinson, donc les autres, normalement, devraient la rendre insensible. Donc le chant en fait c'est un stimulus, et la femelle va être sensible ou pas en fonction de l'espèce qui le produit. Non, ça c'est nul. Donc le chant en fait permet à toutes ces espèces de pouvoir s'identifier les uns les autres. Et pour les ornithologues, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de faire des inventaires et de les identifier sans avoir besoin de les voir. Bonjour, moi j'ai une question. C'est quoi ta question? Parfois ils ont peur.
Ils ont peur de qui? De nous. Pourquoi ils ont peur de nous, les oiseaux? On va demander. Alors Yuna, mets-toi dans les plumes d'une petite mésange bleue, toute rikiki, qui se balade dans les buissons. Il y a plein de dangers. Il y a des chats, beaucoup, en ville. Ça, c'est des grands prédateurs de la faune sauvage, il faut faire très attention. Et puis après, on a, pour les plus gros oiseaux, des renards ou d'autres oiseaux qui vont aussi manger des oiseaux. Donc la vie d'oiseau, elle est pleine de dangers. Et donc, il est nécessaire d'avoir peur pour pouvoir s'en protéger. Donc les oiseaux établissent une distance de sécurité qui leur permet de garder à distance les menaces potentielles. Cette distance de sécurité, ça nous parle en ce moment, nous on établit 1 mètre de distance. Plus les oiseaux sont grands en général et plus cette distance de sécurité augmente. Donc les plus petits, les mésanges, les roitelets, on peut les approcher parfois à quelques mètres, alors que les plus grands oiseaux comme les rapaces, comme les hérons qui sont posés dans les champs, ou les cigognes, eh bien on ne pourra pas les approcher à moins de 100 ou 200 mètres parfois avant qu'ils ne s'enfuient. Et donc ça, c'est une distance qui leur garantit la sécurité nécessaire à leur survie en gardant une certaine tranquillité. Je m'appelle Hortense. Pourquoi le pic épaisse tambourine? Mathieu, pourquoi les pics épais tapent à l'arbre au bout de mon jardin? Bonjour, je m'appelle Maya. Est-ce que le pic vert tambourine comme le pic épaisse? Le bec du pic, c'est un outil pour tailler le bois. Il va creuser son nid avec, il va enlever les écorces, faire des trous dans les troncs pour aller chercher à manger, et puis également pour tambouriner. Alors les pics, ce ne sont pas des passereaux, hein. Les oiseaux sont rangés dans ce qu'on appelle des ordres, et les passereaux, c'est un ordre important dans lequel on va rencontrer presque la moitié des oiseaux. Ce sont tous les oiseaux chanteurs, et ils ont un organe très développé qu'on appelle la syrinx, qui permet de faire ces jolies mélodies. Les pics, eux, ils ne sont pas capables de faire des sons aussi mélodieux. Donc les pics, ils vont tambouriner pour pouvoir marquer leur territoire, le signaler aux autres mâles et pour attirer la femelle et lui signaler qu'il y a un endroit sympa pour pouvoir nicher ici. C'est la raison pour laquelle on entend les pics tambouriner uniquement au printemps, c'est le début de la saison de reproduction et c'est la formation des couples. Donc là, c'est le pic noir, c'est le plus grand des pics. On connaît aussi le pic épêche qui est noir et blanc avec un peu de rouge, le pic épêchette qui est de la taille du moineau, le pic mare qui est un petit peu plus rare, et puis on connaît bien aussi le pic vert qui ressemble à ça, mais en vert. Le pic vert, lui, on l'entend beaucoup plus faire son espèce de ricanement. Et donc lui, il va plutôt utiliser ça pour marquer son territoire et attirer la femelle. Et donc le pic vert est une exception parmi les pics, on ne l'entend pas tambouriner. Pourquoi les fleurs ont des pétales? Alors elles m'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est trop facile, il n'y a que 4 pétales sur la cardamine. Alors les pétales, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une décoration, c'est une espèce de robe de mariée pour la fleur. À l'intérieur d'une fleur, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Eh bien le pollen, qui est l'organe de reproduction masculin, et le pistil, qui est l'organe de reproduction féminin. Et la fleur, elle a intérêt à ce que son pollen puisse aller rencontrer le pistil, mais sur une autre fleur. Et pour ça, elle va utiliser un insecte, et essentiellement une abeille. En fait, la fleur est maligne, elle va offrir en général, pas toujours, un petit peu de nectar aux insectes qui vont venir le butiner et s'en nourrir et se coller de pollen. Ensuite, ils vont se déplacer sur une autre fleur et ainsi effectuer ce qu'on appelle la pollinisation. Grâce aux pétales qui sont colorés et visibles de loin, les fleurs vont appeler les insectes pour qu'ils puissent effectuer cette pollinisation. Toutes les plantes ne font pas de fleurs avec de jolis pétales parce que toutes les plantes n'utilisent pas forcément les insectes pour la pollinisation. Par exemple, le pin va produire énormément de pollen et c'est le vent qui va le transporter. Dans l'eau, certaines plantes font des fleurs dont c'est le courant qui va transporter le pollen. Et si les fleurs sont si variées avec des formes et des couleurs aussi incroyables, c'est parce que chacune va attirer certaines espèces d'insectes pour la pollinisation. Et donc il est important d'avoir une grande diversité de fleurs pour avoir une grande diversité d'insectes. Bonjour Mathieu, c'est à quel oiseau cette plume? Tu
peux décrire la plume s'il te plaît, Faustin? Du noir, un peu de marron clair et du beige. Ok. Alors tu veux savoir à quel oiseau appartient cette plume? Tout d'abord, il faut se poser la question de savoir où se positionne la plume sur l'oiseau. Exemple, voici 4 plumes complètement différentes et pourtant elles appartiennent toutes les 4 à la même espèce d'oiseau. La première sorte de plume, c'est ce qu'on appelle les rémiges. Ce sont celles qui sont sur les ailes et qui servent à voler. Les plus grandes, toutes droites et pointues, sont les rémiges primaires positionnées sur la main de l'oiseau. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la rémige secondaire positionnée sur le bras, qui va être plutôt courbée avec le bout carré. La deuxième sorte de plumes, c'est celles qui sont sur la queue et qui vont servir de gouvernail pour que l'oiseau tourne quand il vole. C'est ce qu'on appelle les rectrices et en général, elles sont plutôt droites avec le bout à peu près carré. On a quand même quelques exceptions sur les rectrices d'oiseaux puisqu'on a beaucoup de choses très différentes d'une espèce à l'autre. La troisième sorte de plume, c'est toutes les autres petites plumes qui vont recouvrir le corps de l'oiseau et qui le protègent. C'est celles que l'on appelle les tectrices. Celles-ci sont beaucoup plus souples, quand on les écrase sur la main, elles ne tiennent pas du tout. Si je ne dis pas de bêtises, ta plume appartient au canard colvert, dont voici ici une rémige primaire, toute droite et pointue. Ici une rémige secondaire, très jolie, courbée et carrée, avec ce miroir à l'air bleu très caractéristique du canard colvert. Et ici, j'ai la même que toi, une tectrice de canard colvert. Bonjour Mathieu, j'aimerais savoir en quelle matière sont faites les plumes. Alors Marius, les plumes sont insérées sur la peau de l'oiseau, de la même manière quand tu regardes ton bras que tes poils qui sont insérés pareil, et de la même manière que les écailles que l'on trouve sur la peau des reptiles par exemple. Toutes ces formations qui sont fabriquées sur la surface de la peau sont appelées des phanères et elles sont formées d'une matière qu'on appelle la kératine. Cette kératine, c'est la même matière que l'on va retrouver dans nos ongles, par exemple, ou dans nos cheveux. Oh mon Dieu, ils ont dit qu'il fallait pas se couper les cheveux tout seul, alors j'attends quoi. Alors si les plumes vous intéressent, il existe des ouvrages qui sont spécialisés, comme celui-ci, Guide des traces et indices d'oiseaux, dans lequel on va retrouver énormément de choses sur les plumes, avec les dimensions, avec les formes, etc. Et puis un ouvrage plus récent, Identifier les plumes des oiseaux d'Europe occidentale, un gros pavé qu'on n'emmène pas avec soi sur le terrain, mais très utile en temps de confinement, qui va nous permettre de tout savoir sur les secrets des plumes des oiseaux de chez nous. Merci les enfants pour toutes vos questions. La prochaine fois, présentez-vous bien. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans, j'habite à Mios et je voudrais savoir quelque chose. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon confinement et à bientôt. Oh, c'est quoi ce papillon ?